Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Avant de commencer à m'écouter, je risque de parler pendant un petit moment, je t'invite, pour mieux comprendre ce podcast, à regarder avant ça la vidéo que j'ai sortie sur Boxe Attitude, Mohamed Ali, les meilleures années, 1964 à 1967. C'est important parce que là, en fait, ça va être un complément à cette vidéo. Le deuxième élément que je tiens à te dire avant que tu poursuives, c'est que je vais développer là mon opinion. Tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi, c'est une réflexion que j'ai sur le personnage qu'est Mohamed Ali. C'est important de le préciser, c'est important de le rappeler, et je serai bien entendu à l'écoute de ce que vous pourrez me dire en commentaire, et même je vous invite à débattre dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de ce personnage qui a été Mohamed Ali. Pour illustrer ce podcast, j'ai utilisé la photo marquante réalisée par une revue qui a mis en une Mohamed Ali. Cette revue, elle s'appelle Esquire, et donc elle s'est inspirée pour la mise en scène d'un tableau représentant le martyr Saint-Sébastien. C'est assez marquant, l'image de Mohamed Ali dans son fameux short blanc. C'est vrai que quand tu vas regarder les peintures qui représentent le martyr Saint-Sébastien, il y en existe plusieurs. C'est assez frappant de voir comment ils ont bien illustré la chose. En fait, il y a quelque chose de fort et de beau et d'iconique dans cette image. Ils ont marqué un grand coup avec cette photo, cette mise en scène, et je pense que c'était voulu avec ce Ali criblé de flèches, et donc qui est présenté en martyr dans une période toute particulière, parce que le Ali que vous voyez ici n'est déjà plus boxeur. On lui a retiré sa licence, et donc il représente à ce moment-là déjà un icône. Il représente un symbole pour beaucoup d'Américains et pour même beaucoup d'humains à travers le monde. Et on va en parler aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu sur le parcours que j'ai déjà illustré et que j'ai déjà raconté dans la vidéo sur Boxe Attitude, mais en développant des choses que je n'ai pas dites, que j'ai coupées, on va dire, j'ai coupé au montage, ou qui m'empêchaient d'avoir un propos fluide et qui desservaient la qualité de la vidéo. Donc là, on va pouvoir un petit peu plus développer sur ça, et puis je vais pouvoir vous en parler un petit peu à ma façon, à ma manière. En 1964, Mohamed Ali, c'est Cassius Marcellus Clay. D'ailleurs, le titre de ma vidéo, Cassius X, qui était l'un des noms envisagés par Cassius Marcellus Clay pour se renommer. Sûrement une grande inspiration de Malcolm X, on va en parler. Et après, ils ont choisi Mohamed Ali. Mohamed Ali est aussi inspiré par quelqu'un. On en parlera un petit peu plus tard. Donc j'ai joué sur le Cassius X pour le titre de cette vidéo. Cassius Clay va battre Sonny Liston. Et au moment où il bat Sonny Liston, il devient champion du monde. Il choisit ce moment-là, je crois que c'est peut-être quelques jours après, c'est pas immédiatement mais quelques jours après, il va choisir ce moment-là pour officialiser le fait déjà qu'il soit musulman. Je crois que jusque-là, il ne l'avait pas vraiment dit explicitement. Et surtout officialiser son appartenance, et c'est là que c'est important, à la Nation of Islam. Et la Nation of Islam, elle est dirigée par Elijah Muhammad. Et c'est de Elijah Muhammad que lui viendra son nom, Mohamed Ali. Alors, on estime que Ali, il est proche de Nation of Islam depuis environ 1961. Donc, ça vient pas de se faire. Mais jusque-là, quand les journalistes le questionnaient, il bottait en touche. On sait aussi qu'il était très proche d'un certain Malcolm X. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de clichés, de photos de Ali et Malcolm X ensemble. Mais rapidement, et dans cette période-là où Ali devient champion du monde, on sait que Malcolm X est en froid avec Elijah Muhammad. Et être en froid avec le chef des Nation of Islam,
Disons que Nation of Islam, c'était pas une démocratie où on accepte d'avoir d'autres têtes fortes. C'était Elijah, c'était le big boss. Je reformule à ma manière, mais disons que c'était un peu le gourou, tu vois. Et Nation of Islam, attention, c'était pas à détendre. Il faut savoir que c'est un groupuscule assez extrémiste. Et je vous citerai un bouquin si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, qui est très intéressant pour en savoir plus sur les Nation of Islam. C'est le livre qui s'appelle L'Insoumis. Il se lit très rapidement. L'Insoumis, l'Amérique de Mohamed Ali. C'est un livre de Judith Pérignon. Vraiment, je vous invite à vous l'acheter, vous le commander. Il est très intéressant parce que c'est beaucoup de témoignages des membres des Nation of Islam qui ont côtoyé Mohamed Ali à cette époque. Et vous allez comprendre un petit peu ce qu'était ce groupe assez extrême. C'est pendant cette période aussi que Ali, donc forcément, ne peut plus trop être copain avec Malcolm parce qu'il est en froid avec le chef. Ali, à ce moment-là, il va voyager. Il va voyager en Afrique, au Moyen-Orient. Il va faire de nombreux pays, il va rencontrer des dirigeants, il va rencontrer aussi le peuple africain. Et ça va grandement l'inspirer dans son combat par la suite. Et en Afrique, il va croiser Malcolm X. Et ça va définitivement rompre le lien qu'il y avait entre eux. C'est une scène qui est assez bien faite dans le film Ali avec Will Smith. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir parce que le film Ali, il prend quand même le parti pris de jouer sur ces relations politiques qu'avait Mohamed Ali. J'allais dire Will Smith. Bon, c'est un choix du film, c'est assez bien fait pour le coup parce que ça montre un visage un petit peu différent de Mohamed Ali. Et c'était réel, parce que aussi Mohamed Ali, son choix d'aller vers les Nation of Islam, il n'est pas désintéressé. Pour Ali, aller vers ce groupe-là, qui était un groupe très très actif auprès des Afro-Américains, qui avait son propre média, son propre journal. Vous savez, être un champion comme Ali et avoir un média qui te dit, écoute, nous on est indépendant, on fait ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut dans nos articles. Je pense que pour lui, donc ça, là c'est l'analyse de Jean-Charles, mon analyse à moi, il s'y retrouvait aussi. Car c'est bien d'être champion du monde, mais si tu es un champion du monde comme Sonny Liston, et que c'est la mafia qui décide de tout ce que tu fais et que tu fermes ta bouche, un personnage comme Ali, ça l'intéressait pas. Ali, il voulait incarner quelque chose d'autre, il avait un autre combat, il avait une autre mission quelque part. Et lui aussi s'est servi de Nation of Islam, comme Nation of Islam s'est servi d'avoir un nom comme Mohamed Ali. Enfin, rendez-vous compte, d'avoir le champion du monde de boxe, c'est pas rien. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, n'importe quelle nation rêverait d'avoir le champion du monde de boxe. Parce que la symbolique, l'exemple que je vais vous donner, c'est comme le PSG, tu vois. Le PSG, c'est une marque à l'international. Et tu vois que la France veut absolument protéger son PSG parce que c'est une marque qui vend Paris dans le monde entier. Et en fait, le champion du monde de boxe, c'est un peu ça aussi. Donc quelque part, beaucoup sont prêts à protéger leur champion. Donc, à ce moment-là, vu le contexte des États-Unis, on est dans les années 60, les gars, il faut s'en rappeler, pour un groupe comme Nation of Islam, qui, eux, ils veulent toucher les Afro-Américains, avoir le champion du monde de boxe afro-américain, c'est parfait. Donc en fait, quelque part, tout le monde s'y retrouvait plus ou moins, et il y avait beaucoup de politique derrière ça. On va pas s'en cacher. Mais à partir d'un certain niveau, et certains grands hommes, il n'y a rien sans politique en fait. Tout est politique, je pense. C'est la fameuse phrase dans le film Gladiator. Tout est politique. Bref. Cette cassure avec Malcolm X, elle arrive à un moment terrible parce que le 21 février 1965, donc juste un an après que Ali soit devenu champion du monde, Malcolm X, il se fait assassiner. Et ça va être un moment dur dans la vie de Ali parce que il va déclarer « J'aurais aimé pouvoir dire à Malcolm que j'étais désolé, qu'il avait raison sur tant de choses. » Donc c'est une phrase qui va rester. Et il faut que vous vous rendiez compte dans quel contexte Ali, du coup, il va faire sa revanche contre Sonny Liston, qui arrive quelques mois après. Ça arrive en mai
en mai 1965. Donc là, Ali, il a quand même l'une des figures des Nation of Islam, même si elle l'a quitté, quelqu'un de qui il était proche, qui se fait assassiner. Je ne peux pas imaginer que ça n'allait pas bousculer, chambouler, qu'il n'avait pas ça en tête dans cette période-là. Et il va quand même monter sur le ring pour faire cette revanche contre Sonny Liston. Je ne vais pas revenir sur les détails de cette revanche contre Sonny Liston, j'en ai consacré une vidéo. Allez la voir si ça vous intéresse. Mais c'est juste, on va rester sur le contexte dans lequel évolue la carrière de Mohamed Ali. Donc, premier fait marquant. Bien sûr, je pense que c'est pas l'un des seuls qui est mort dans cette période-là. Mais Malcolm X, aujourd'hui encore on en parle, il représente lui aussi l'un des plus grands icônes de cette période, des années 60. Et il est assassiné seulement quelques mois avant que Mohamed Ali fasse l'un des combats pareils les plus iconiques de sa carrière, quand il met KO Sonny Liston. Par la suite, Ali va défendre son titre contre Floyd Patterson. Et il est important de parler de ce combat-là parce que Floyd Patterson va déclarer à la presse que, en gros, ce combat, c'est presque une guerre religieuse. Floyd Patterson, il est chrétien. Et donc, c'est un peu la religion, j'ai envie de te dire, c'est la bonne religion aux États-Unis, tu vois. Alors que l'islam, bon, aujourd'hui déjà, c'est pas encore trop ça, c'est pas trop bien vu. Alors imaginez dans les années 60. Et notamment Mohamed Ali qui est chez les Nation of Islam, donc un groupe assez extrémiste. Donc Floyd Patterson, il va jouer de ça. Lui, voilà, il représente ce que l'opinion publique se veut de mieux. Et donc, ça va être un petit peu ça va être quelque part comme ça qu'ils vont vendre le combat. Aujourd'hui, l'un des comparatifs qu'on a, c'est quand Conor McGregor, il a dit des dingueries lorsqu'il affrontait Khabib et qu'il a attaqué justement la religion de Khabib, religion musulmane. Et on a, c'est des propos qui ont choqué à ce moment-là. Et à l'époque, clairement, c'est ce qui se joue entre Mohamed Ali et Floyd Patterson. Très clairement, Floyd Patterson, à ce moment-là, et même à ce moment-là ou pas, n'a jamais été de la classe de Mohamed Ali, donc il se fait rouster. Et c'est dans cette période-là que commencent les problèmes pour Ali, qui va se faire convoquer par du coup l'armée américaine et qui est recruté pour participer à la guerre du Vietnam. Ali va refuser et il va réclamer un statut d'objecteur de conscience. Il faut savoir que dans cette période, alors je ne sais pas si c'est exactement à ce moment-là ou un petit peu plus tard, mais il y aura carrément un jury qui va être chargé de décider si Ali est sérieux ou non dans le fait qu'il expose que c'est par sa foi qu'il ne peut pas partir au Vietnam. Et les gens qui sont chargés de décider de ça vont dire que oui, Ali, vraiment, il est croyant, ils ne remettent pas en question de ça. Et bon, ça ne suffira pas, malgré que ce jury-là, ce premier jury va décider de ça, ça ne suffira pas à le faire condamner. Comme je l'expliquais dans la vidéo, à ce moment-là, Ali, les États refusent de le faire combattre. Donc, on ne veut plus de lui en terre américaine. Et il doit aller défendre sa ceinture à l'étranger. Aujourd'hui, j'arrête pas de dire que aller à l'étranger, défendre tes titres, c'est quand même quelque chose de compliqué, de dangereux. Quand tu es champion, en général, tu préfères rester à la maison. Tu préfères rester dans un certain confort. Rappelez-vous de Joshua, qui fait toute sa carrière en Angleterre. Premier pas qu'il fait aux États-Unis, il tombe sur Andy Ruiz, il se fait rouster. Ali, alors qu'il est en pleine... il est en pleine tempête, si je puis dire, parce que... déjà au sein de son parti, on va dire, c'est compliqué, il y a des tensions. Quand je dis parti, c'est Nation of Islam. Il a aussi des tensions avec ses premiers promoteurs qui sont occupés de lui au début de sa carrière. Il est mal vu par l'opinion publique. Les journalistes, quand ils l'interrogent, ils lui rentrent dans l'art. Ils lui posent les questions qui fâchent. Et puis on veut lui retirer sa licence. Tu rajoutes tout ça au fait que ils doivent partir à l'étranger, affronter des boxeurs chez eux, qui sont à la maison, et qui eux, c'est la chance de leur vie de devenir champion du monde, en tout cas de battre le champion. Tu vois, de battre le mec qui est champion, même si Mohamed Ali à ce moment-là n'a plus le titre WBA, il est quand même champion WBC,
Et pour ces mecs-là, que ce soit Chuvalo, que ce soit Cooper, que ce soit Brian London ou Mildenberg, voilà, même si c'est pas des noms dont tu te souviens aujourd'hui, ben pour eux c'était leur chance, tu vois. Et puis Ali, il avait tout ça à vivre émotionnellement. Enfin, ça devait être quand même vraiment quelque chose de difficile pour un jeune homme qui a pas 25 ans à ce moment-là. Le gars, il a pas 25 ans, et t'imagines dans quel bourbier il est. Aujourd'hui, on entend parler de bad buzz, tout ça, ok. Mais là, t'as des gens qui meurent, hein, des gens qui se font tirer dessus. Donc on est aussi dans une réalité qui est bien plus palpable. Et puis, ce qui se passe dans les années 60 aux États-Unis, c'est pas beau, hein. Vraiment, c'est un contexte qui est très très chaud. Et Ali, sur le ring, il est brillant. Il est brillant. Tous ses combats ne sont pas brillants, c'est-à-dire qu'il ne surclasse pas tous ses adversaires. Contre Chuvalo, d'ailleurs, notamment, c'est un combat qui est assez compliqué. Mais il reste digne, il reste droit, il reste fort, et il remporte ses combats. Il revient aux États-Unis en 66, c'est là qu'il prend Cleveland Williams. Quelqu'un m'a dit assez justement que c'est sûrement là la plus grosse masterclass de ces années-là, ce qui est entendable. Et puis il y a Ernie Terrell, le Dis mon nom qui représente tellement à ce moment-là. Parce que quand tu penses à ce que Ali vivait, le Dis mon nom, c'est... En fait, si on avait les réseaux aujourd'hui, ce qu'il fait là, ça ferait le tour du monde sur les réseaux. Tout le monde relayerait ça, parce que en fait, Ali, ce qu'il fait, c'est... il fait du buzz avant l'heure. En faisant ça sur le ring, il crée un buzz, alors que le mot buzz n'existait même pas, tu vois. Mais il crée un buzz. Il crée une formule, une punchline, un moment dans le combat, un extrait du combat, que tous les journalistes vont pouvoir réutiliser, que tous les gens vont pouvoir répéter entre eux, et ça va créer du conflit, comme ça créerait du conflit sur Twitter, sauf qu'on est dans les années 60 et qu'il n'y a pas Twitter. Mais Mohamed Ali qui hurle à Ernie Terrell, dis mon nom, dis que je m'appelle Mohamed Ali et pas Cassius Clay, ça va créer tout autant de débats chez les gens que un débat virtuel sur Twitter à l'heure actuelle. Et c'est là que tu dis que Mohamed Ali, en fait, il était tellement avant-gardiste sur plein de choses. Est-ce que c'était totalement calculé ? Je pense pas que c'était calculé à ce point-là. Mais quand même, il y avait une mise en scène, un art de la mise en scène absolument exceptionnel. Bon, il défendra son titre rapidement contre Zora Folley, j'en ai parlé dans la vidéo, je vais pas reparler de ça. Et c'est là que Ali va être condamné. Donc le 22 juin 1967, Ali est condamné à 5 ans de prison et 10 000 euros d'amende. 10 000 euros. 10 000 $. Les euros n'existaient pas à cette époque-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas, 10 000 $ de cette époque-là, qu'est-ce que ça représenterait aujourd'hui en termes de... Si on prend par rapport au prix aujourd'hui du marché, tout ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est une somme énorme ou pas ? J'en sais rien du tout. Mais je pense quand même que ça faisait pas mal. Ali il fait appel et donc il évite la prison. D'accord ? Mais n'empêche qu'il est condamné. Si vous voulez en savoir plus sur ce procès, il y a un téléfilm que je vous recommande qui s'appelle Mohamed Ali's Greatest Fight. C'est un téléfilm fait par Stéphane Fries ou Fers, je sais pas prononcer, pardon. Je vous mettrai en description, hein, vous pourrez récupérer toutes les petites sources, ok ? Il est pas mal, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, hein, ce téléfilm, mais il est assez intéressant et vraiment c'est axé sur le procès, d'accord ? Vous allez vraiment suivre le procès. Mais c'est bien foutu, il y a quelques images de Ali, mais en fait c'est une reconstitution du procès avec le jury et tout, et qu'est-ce qu'ils doivent faire de Mohamed Ali à ce moment-là. Et franchement, il vaut le coup. Si c'est une partie de l'histoire, de l'histoire avec un grand H qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller découvrir ce petit documentaire. Du coup, j'enchaîne, les gars. Il y a un élément dont j'aimerais parler. Pareil, je ne pouvais pas non plus rajouter encore ça dans la vidéo, mais on lui retire son passeport. Et on lui retire son passeport dans l'idée qu'il n'aille pas combattre ailleurs, qu'il n'aille pas aussi
peut-être changer de nationalité, se réfugier dans un autre pays. On sait qu'à ce moment-là, Ali, c'est un grand nom et que beaucoup de pays auraient été ravis de recueillir Mohamed Ali. Ça, c'est une évidence. Et là, Ali, donc qui ne peut absolument plus combattre, va se transformer en quelque chose d'un petit peu différent. Ali va se mettre à continuer à combattre, mais à défaut de monter sur un ring, il va monter sur des estrades. Et il va prendre la parole devant des gens. Principalement, à ce moment-là, il se met à parler dans des universités, face à des jeunes blancs. Pourquoi je vous précise ça ? Ali, c'était l'Afro-Américain qui a réussi, qui est devenu champion du monde, il y en a eu d'autres avant lui, mais qui était une grande gueule, qui se permettait de parler et de défendre la cause des Afro-Américains. Il tenait tête à tout le monde. Et là, depuis quelques années, il tient tête carrément à l'État américain, à la patrie, à rien de moins. Il refuse de partir à la guerre. Donc, déjà, aujourd'hui encore, je pense que ça serait très mal vu. Quelqu'un qui s'oppose comme ça au fait qu'un président américain déclare la guerre à un pays. Donc j'imagine mal des sportifs prendre la parole pour dire bah non. Non, moi je suis pas d'accord avec cette guerre et je le dis ouvertement. Même aujourd'hui, ça serait quand même assez fou de voir ça. Les Américains, c'est quand même une mentalité où t'as l'impression que tout ce que fait l'Amérique, c'est incroyable. C'est un peu ce que je ressens, moi. Après, peut-être que vous allez me dire, non, mais JC, t'abuses. Il y en a plein, ok. Mais, du coup, ok, l'Afro-Américain, donc, il prenait souvent la parole. Bon, déjà, c'était un showman lors des conférences de presse. Ensuite, il prenait la parole devant un public qui lui ressemblait, quelque part. Des Afro-Américains qui se sentaient pas représentés, qui n'étaient pas représentés, qui se sentaient représentés par Ali. Donc, il était dans une certaine zone de confort, si j'ai envie de dire, même si, attention, c'était pas si confortable, mais il était face à un public qui lui était acquis. Et là, Ali, il élargit son audience, notamment le mouvement hippie, qui va beaucoup reprendre la position de Ali par rapport à la guerre, et qui va utiliser donc, le combat de Mohamed Ali. Mais là, en se retrouvant face à un autre public, Ali, il est un peu décontenancé. Et de ce qu'on sait, c'est que c'était compliqué pour lui. Ça a été très compliqué, et qu'il lui a fallu du temps pour justement être plus à l'aise avec ces grands discours qu'il a dû faire. À mon avis, il n'a jamais été très bon. Même à la fin, même au bout de quelques années à faire cet exercice, je pense qu'il n'a jamais été très très bon. Mais en même temps, on ne lui demandait pas de devenir un politicien. C'est jamais ce qu'on a demandé à Mohamed Ali, tu vois. Ali n'est jamais devenu un politicien. Après, il est redevenu boxeur. Et il a fait encore une seconde partie de carrière qui est extraordinaire. Et une seconde, même une troisième partie de carrière qui est extraordinaire. À ce moment-là, on aurait pu, Ali aurait pu se transformer en politicien à ce moment-là. Ça aurait été envisageable. Comme à l'image d'un Arnold Schwarzenegger, qui dans un premier temps fait du bodybuilding, qui gagne des titres, passe au cinéma, qui rafle tout au box-office, et puis qui devient politicien. Ali aurait pu avoir des réorientations, tu vois. Mais c'est pas son choix. Il a son combat à mener, mais surtout, lui, il va vouloir redevenir boxeur. Même si on l'entend parler de retraite à plusieurs reprises, même dès qu'il devient champion du monde, déjà on l'entend parler de retraite, parce que là aussi, je pense que c'était un petit peu de la langue de bois politicienne, c'est-à-dire que comme Elijah Mohamed et Nation of Islam, ils n'étaient pas non plus à revendiquer la boxe, tu vois, la boxe n'était pas, c'était pas si bien vu que ça, mais en même temps, tu peux pas renier Ali qui est champion du monde. Donc Ali disait oui, mais moi je vais prendre ma retraite, j'en ai marre de tout ça, moi je veux me battre pour les Afro-Américains. En vrai, encore une fois, c'était un discours politicard. À mon sens, c'était un discours politicard. Et donc, je voudrais revenir à ce moment-là, donc 1967, et donc ces années où Ali est totalement privé de ring. Et c'est là qu'on va avoir cette une de la revue Esquire, où il est représenté en martyr Saint-Sébastien. Le culot quand même.
l'afro-américain musulman, donc qui est représenté à l'image du martyr Saint-Sébastien. Il y a quelque chose de fort, même il y a quelque chose de très provocateur en vrai dans cette illustration, très très provocateur. Et en même temps quelque chose de beau, d'artistique. Il faut savoir que à ce moment-là, le fait que Ali devienne si grand, qu'il dépasse tout, qu'il touche tant de monde, eh ben ça déplaît aux Nation of Islam. Et notamment à Elijah Muhammad. Et même Elijah Muhammad va commencer à se séparer de Mohamed Ali, à créer des distances entre eux, et jusqu'à ce qu'il y ait une scission. Et là, il se passe quelque chose de fort encore. Quelques jours après, justement, cette illustration dans la revue Esquire, Martin Luther King est assassiné. Martin Luther King, je ne vous ai pas parlé de lui jusqu'à maintenant, mais lui aussi était un militant pour les Afro-Américains, le pasteur, la non-violence, donc qui incarnait un combat très différent de celui de Malcolm X, qui était plus protestataire, on va dire, qui était peut-être plus violent, si on peut dire. Et Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968. Et il faut savoir que quelques temps avant, Ali, qui du coup était devenu un icône aussi pour la cause afro-américaine et justement symbole de paix, parce que refusant la guerre, donc automatiquement devenu symbole de paix, même si au début, si Ali le fait, je pense que c'est pas dans l'idée de représenter un symbole de paix, c'est que c'est un positionnement, encore une fois, bien sûr spirituel, mais aussi politique. Vous ne devez pas l'écarter de la discussion, selon moi. Enfin, moi, en tout cas, je n'écarte pas de la discussion que, bien sûr, c'est un positionnement spirituel, il avait foi en ses actes, mais aussi politique. C'est un mouvement contestataire, c'est s'opposer au pouvoir, c'est une opposition au pouvoir aussi. Et donc à ce moment-là, Martin Luther King et Mohamed Ali vont se rencontrer, vont avoir des échanges, et ce qui est fou, c'est que tu vois des images où ils sont donc interviewés après s'être rencontrés, et tu as l'impression de voir deux présidents de pays qui sont réunis, parce que par exemple leurs pays sont en conflit de fou, ou alors qu'ils pourraient trouver des accords politiques hyper importants, et donc les journalistes leur posent des questions, bah alors du coup vous avez parlé de quoi, ça s'est bien passé, alors que c'est un pasteur qui lutte pour la cause des Afro-Américains, et un boxeur à qui on a retiré son titre et sa licence. Je veux dire, ils sont seulement ça, quelque part. Et tu vois comment on leur pose des questions, et là ça montre l'importance. C'est-à-dire que vraiment, tu as l'impression qu'on s'adresse à deux politiciens qui ont fait une rencontre hyper importante. Et même eux, ils ont l'aplomb de politiciens, la manière de répondre de politiciens. C'est assez impressionnant, ces images. Et même si Mohamed Ali et Martin Luther King, je pense qu'ils n'ont jamais été proches, comme ont pu l'être Mohamed Ali et Malcolm X, mais il n'empêche que l'assassinat de Martin Luther King, encore une fois, je pense que pour Mohamed Ali, il va y avoir des émeutes dans le pays, bien sûr, ça va créer des mouvements. Ça a dû aussi lui être assez choquant, tu vois, assez choquant, et pendant un moment tu dois te poser, tu te dire waouh, mais à ce moment-là tu te dis que tu vois ses meilleures années, son prime, donc de 64 à 67, quand on lui retire sa licence, vraiment son prime, et c'est exactement entre la mort de Malcolm X et de Martin Luther King, les deux plus gros représentants de la lutte de cette époque, des années 60. Les deux plus grands noms qui resteront de cette période, c'est Malcolm X et Martin Luther King. Et ce qui est fou, c'est que entre ces deux assassinats, c'est les meilleures années de Mohamed Ali. J'imagine pas la pression folle qu'il devait avoir sur ses épaules, et obligatoirement, Ali devait se dire, mais à un moment ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi, je pourrais demain avoir un mec de je ne sais quel groupuscule, peut-être même Nation of Islam parce qu'ils en ont marre de moi, qui vient et qui me dessoude. Et je trouve ça, tu sais, quand j'y pense, tu vois, quand j'ai préparé toute ma vidéo et que j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je le mets dans la vidéo? Et je trouvais que ça faisait un petit peu trop lourd. Tu sais, ça rajoutait de la dramaturgie, peut-être un petit peu trop. Je me disais que ça pouvait en faire un peu trop, et j'ai préféré rester sur un ton plutôt léger, tu vois. D'ailleurs,
très peu parlé de la guerre au Vietnam, tu vois. Je l'aborde parce que ça fait partie du moment, mais tu vois, j'essaie de rester sur le sportif pendant la vidéo que j'ai sortie. Donc je me suis dit, non, ça, il faut que je le mette de côté. Mais en vrai, quand je prends les dates, et vraiment, j'étais sur l'aspect sportif, hein, c'est après coup que je me suis dit, mais attends, c'est fou, c'est vraiment entre ces deux assassinats. Et c'est des personnes qu'il a côtoyées, vraiment qu'il a côtoyé les deux. Et donc voilà, donc je l'ai retiré de la vidéo, mais il n'empêche que ça me marque grandement. Parce que on aurait très bien pu rajouter à la liste des grands noms assassinés et des noms qui ont lutté pour la cause aux États-Unis, celui de Mohamed Ali. C'est vraiment pas impossible. Et je pense qu'il y a sûrement eu des discussions pour que la tête de Ali, elle saute aussi. Et d'ailleurs, dans le reportage, qui m'a grandement inspiré aussi à faire cette vidéo, reportage que j'ai trouvé formidable, je vous l'ai cité plusieurs fois, hein, ça fait peut-être 1 an que je vous en parle dans plusieurs vidéos. Donc le reportage le documentaire s'appelle Mohamed Ali, tout simplement, et c'est réalisé par Ken Burns, Sarah Burns et David McMahon. Ce documentaire, il est en 4 parties. Alors attention les gars, les parties, c'est à chaque fois un film. C'est des 1h40, 2h la partie, donc préparez-vous. Mais si vous voulez savoir vraiment la partie qui traite de cette période-là, donc c'est chaque fois par année, c'est la deuxième partie. Le documentaire est disponible en ce moment sur Amazon Prime. Et vous pouvez l'acheter en 2 clics. Tu vois, j'ai juste mis Mohamed Ali réalisé par Ken Burns et patati patata. Donc dans la description, tu fais copier-coller, tu vas faire des recherches. Et j'ai trouvé rapidement un lien pour l'acheter en DVD. Je crois que ça coûte 40 balles d'acheter le DVD. Et franchement, c'est pas 40 balles de perdu. Hein. Et c'est excellent. C'est vraiment, je crois qu'en tout, c'est 7 heures. Si je vous dis pas de bêtises, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. J'aimerais qu'on fasse ça sur tellement de boxeurs. Mais bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui ont une vie comme Mohamed Ali? Je pense qu'on pourrait faire ça peut-être sur Manny Pacquiao, mais bref, on part sur un autre sujet et je crois que j'ai suffisamment parlé. Mais en tout cas, voilà, si vraiment la partie ça vous intéresse, donc c'est 1964-1970, je crois que c'est ça la partie, je crois que c'est ça, 1965-1970, je sais plus, mais bon, c'est exactement cette période-là en fait, qui vont te retracer et te parler. Moi, je suis allé chercher les événements sportifs. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec les ceintures? Pourquoi la ceinture, elle a sauté? Qu'est-ce qui se passe officiellement? C'est quoi la raison? Je suis vraiment allé chercher ça. Parce qu'à la base, je voulais parler de la masterclass de Ali. Parce que je voulais dire que c'était sûrement l'une des premières masterclass de l'histoire. Et après, je suis parti sur cette idée de Prime et le Prime volé de Mohamed Ali. Voilà. Je sais que Mohamed Ali reste encore aujourd'hui un personnage assez controversé. Et c'est normal parce que par ses engagements, par ce qu'il a fait, par ses prises de position, parfois il allait loin, parfois il allait très très loin dans ce qu'il a pu faire. Donc bien évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas se blairer Mohamed Ali. Bon, écoute, c'est comme ça. Moi je dis pas que c'est un saint. Voilà, loin de là. Hein, Mohamed Ali n'est pas un prophète. Mohamed Ali est un homme. C'est un sportif, c'est un boxeur, mais qui a réalisé des choses qui sont allées au-delà de son sport et qui sont absolument inoubliables. Et voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo que j'ai réalisée sur Mohamed Ali et sur un peu les coulisses, sur comment je l'ai tourné, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui m'a donné envie de vous tourner cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit podcast. C'est vraiment un podcast sans prétention. Je ne cherche pas à faire des vues ou absolument faire passer un message. C'est juste l'envie de vous partager qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo sur Ali et ce que j'ai aimé faire avec cette vidéo et qu'est-ce que j'ai trouvé aussi un petit peu en faisant mes petites recherches et ce qui m'a marqué en fait, tout simplement parce que j'ai rien découvert de plus, mais ce qui m'a marqué moi, et vous le partagez dans ce podcast, parce que la chaîne de podcast c'est un peu ça, c'est un peu plus chill, un peu plus à la cool, et je me lâche un petit peu plus. Voilà, c'est tout. Sur ce, écoutez, je vous souhaite à vous une très bonne journée, ou nuit, ou soirée, je sais pas du tout à quel moment vous allez écouter ça. Moi je le fais vite en fin de journée, parce que je m'étais engagé à le sortir le 17 octobre. Donc voilà, là je vais boucler ça et je vais le mettre en ligne pour que ça sorte le 17 octobre. Avant minuit, j'espère. Je vous dis à très bientôt. Fighting!